Salam alaikum, Mazoul, bonsoir. On l'appellera comme on veut. Hirak, révolution du 22 février, mouvement de contestation du régime, il n'en restera pas moins que les Algériens n'en démordent pas. Que contrairement à ce que disent-ils des Cassandres et d'autres, des propagandistes et d'autres, qui tentent de saper le moral de cette belle révolution, les Algériens tiennent bon. Les Algériens sont toujours dans la rue, régulièrement et en force, partout dans le pays, malgré toutes les méthodes de la subversion, de la discorde, de la division et de la contre-révolution que ce régime déploie, malgré l'absence assourdissante des soi-disant élites, malgré le refus en les circonstances que nous connaissons pour le mouvement de se doter de ses propres représentants et de ses propres leaders. Mais le moment est venu, peut-être, d'examiner la situation, de faire des bilans, de tirer des conclusions. Comment expliquer, en effet, que ce régime ne soit pas tombé après toute cette mobilisation de tout un peuple, 11 mois durant? Comment expliquer que ce régime ait pu réussir à organiser des élections présidentielles scélérates contre la volonté du peuple, d'un peuple qui était dans la rue? Comment expliquer que dans un tel climat d'insurrection généralisée, ce régime ait pu réussir une fraude aussi massive? Et comment expliquer qu'il ait pu installer le produit de cette fraude à la tête du pays, quasiment sans coup férir, sans que cela fasse plus de vagues? Et tellement d'autres questions qui mériteraient d'être posées, dont les réponses pourraient nous éclairer sur la conduite à tenir, sur les moyens à déployer pour que la volonté du peuple puisse enfin s'accomplir. Un constat est d'ores et déjà possible. Après ces 11 mois de révolution, tout le monde aura pu comprendre que ce régime ne tient plus que par des moyens parfaitement identifiés. Des policiers qui se sont transformés en soudards, particulièrement dévoués aux maîtres de l'heure, qui ont la gratitude du ventre et qui semblent être prêts à tous les excès, à tous les abus, à toutes les violations du droit pour sauver ce régime qui les nourrit si généreusement. Des magistrats aux ordres qui baignent dans une atmosphère très malsaine de compétition, à qui servira le maître avec le plus de zèle, qui baigne dans un système de cooptation et de corruption et qui applique de façon inconditionnelle les injonctions qu'ils reçoivent de leur maître. Pardonnez-moi d'user ainsi de ce vocable de maître. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire cet état d'esprit de ces gens qui sont là à mendier un ordre, une instruction, une injonction, qui tentent même tout le temps de devancer les moindres désirs du maître. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos charognards. Il y a aussi les journalistes d'une certaine presse, une presse servile, opportuniste, dont la mission est de désinformer, de faire silence sur certaines informations qui pourraient gêner le régime, ou chorus dans d'autres qui lui sont utiles. Je vais vous donner un seul détail, un seul exemple. L'incarcération de notre confrère Abdelhaye Abdessameh. La plupart des journaux et la quasi-totalité des chaînes de télé a fait le blackout sur cette information. Pas un mot sur cette affaire. Ces journalistes dont tout un chacun sait où ils se sustentent
et comment certains de leurs patrons sont devenus richissimes parce qu'ils ont vendu leur conscience aux plus offrants, tout simplement. Il y a aussi ces politiciens marrons qui infestent le zama champ politique, mais qui en fait ne rôdent que dans les périphéries du vrai pouvoir, où ils se bousculent, où ils quémandent un petit quota, une petite promesse pour un quelconque privilège, un petit coup de pouce, et qui ne rêvent que d'aller toaster sous les ors de la République, dont la seule vocation est de s'entendre parler, et qui sont au Hirak ce que la crotte est à la narine. Ces gens qui écument la pseudo-opposition et les faux syndicats et qui ne pèsent pas un gramme dans l'équation se font généralement mousser par la fausse presse, puisqu'ils ont réussi à faire croire à un peu tout le monde, y compris à ceux qui connaissent leur vaine nature, qu'ils sont des partis politiques d'opposition, s'il vous plaît. Des syndicats revendicatifs et indépendants, s'il vous plaît, et autres bobards du genre. En tous les cas, ce sont principalement ces gens, ces policiers, ces magistrats, ces journalistes, ces politiciens et ces syndicalistes qui sont devenus par la force des choses le rempart et le bâton de ce régime. Sans eux, ce régime serait déjà tombé. Mais il y a un dénominateur commun à toute cette faune qui a réussi à la garder sous les ordres, qui a réussi à la domestiquer et à la servir, c'est l'argent de la rente, l'argent des hydrocarbures. Leur problème est que le filon est épuisé, qui ne pourra même plus suffire à anesthésier les masses et tous les alliés objectifs du régime. Ces mercenaires, en tout genre, devront bientôt se chercher un autre maître, espérant seulement qu'ils ne seront pas, encore une fois, ces sauveurs de la 25e heure qui vont prendre le dernier wagon du dernier train. Espérons qu'ils ne réussiront pas à nous tromper, encore une fois, mais ce qui ne fait aucun doute est qu'ils seront les premiers à lâcher leur maître quand celui-ci sera à terre. كنت تكلمت لنا منذ لحظات على وجودك في السجن بأي تهمة وكيف Diagnostic Hirak, les remparts du régime, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Brahim Younsi, ancien cadre du MDA de 82 à 88. Merci, M. Brahim, d'être avec nous. Merci pour l'invitation et bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, au téléphone, nous avons Amira Bouraoui, médecin, activiste politique. Amira Bouraoui, merci d'être avec nous.
Merci à vous, Monsieur Benchenouf. Merci pour l'invitation et bonsoir à tout le monde sur le plateau et ceux qui nous entendent. Merci. Alors, Meziane Mariane est avec nous depuis Alger au téléphone, syndicaliste, coordinateur du SNAPEST. Meziane Mariane, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Bonjour, c'est Jamal. Bonjour à votre invité, Karim Younous. Bonjour à Madame Bouraoui et aux téléspectateurs d'El Mararibia. Merci. Depuis Constantine, par Skype, Abdelouahab Zaatri, universitaire, militant politique. Merci d'être avec nous, Abdelouahab Zaatri. Merci à vous, Jamal. Mes salutations à tout le monde. Merci. Alors, Brahim Younsi, nous allons parler de ces remparts du régime, mais nous allons d'abord commencer par ces décisions prises par M. Tebboune de nomination et de limogeage qui ont été annulées. Nous n'en prendrons que deux pour l'exemple. Paraît-il, il y en a bien plus que ce qui a été dit. Celui de la nomination du DG de l'ENTV. Je rappelle que l'ENTV, c'est la chaîne télévision publique du pays, c'est le principal propagateur du régime. Propagandiste. Propagandiste aussi. Propagandeur de fausses rumeurs, de fausses nouvelles. Et la douane, le DG de la douane, dont tout un chacun sait en Algérie que c'est un filon, que c'est un créneau au point où, au port d'Alger, il y a ce qu'on appelle le pont des généraux. Hein, ça veut dire une partie où des conteneurs qui appartiennent des généraux sont déposés et que personne ne peut approcher. C'est une ligne rouge. Ce que ramènent les généraux pendant des années, hein, une vingtaine d'années. Personne ne peut savoir ce qu'il y a dedans. Pour vous dire que la douane... Et donc, il a, pour ce qui est de la douane, de l'ENTV, il a nommé un DG nouveau, il a dégommé l'ancien. Le soir même, le décret a été annulé. Le DG qui a été nommé a été invité à rentrer chez lui. Il y a 2 ou 3 jours, il a nommé un nouveau directeur général de la douane et il a limogé l'ancien. Donc, la décision des deux a été validée par un conseil des ministres présidé par le président de la République. Et le même jour, le monsieur qui a été nommé a été invité à rentrer chez lui et le monsieur qui a été limogé a été invité à reprendre son travail. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Cela veut dire que l'Algérie n'a pas de gouvernement. Ni gouvernement, ni chef d'État? Oui, évidemment. Le gouvernement, c'est le chef de l'État. Disons que le gouvernement, c'est le Premier ministre. Oui, mais il y a un conseil des ministres, oui. Et c'est le gouvernement qui se réunit, oui. Et le chef de l'État, c'est lui le patron du gouvernement. Oui. C'est lui le patron de l'exécutif. Et c'est lui qui choisit des postes pareils, c'est lui qui choisit, et qui nomme, qui il est l'exécutif, mais il est l'exécutant. Ah. Donc la décision ne se prend pas au niveau du gouvernement, elle se prend ailleurs. Elle se prend comme d'habitude. À l'état-major. À l'état-major et dans les services de sécurité. Oui, mais c'est Brahim Younsi. Il n'y a personne plus que M. Tebboune, le désigné président, qui sait qu'il y a des choses auxquelles il ne peut pas toucher. Il le savait par avance, qu'avant de nommer le DG des douanes, il fallait demander à ses chefs. Alors qu'il a pris un tel risque et il a été humilié, désavoué publiquement. Ça veut dire quoi, ça? Il n'est pas le premier. Il n'est pas le premier à avoir été désavoué. Oui. Son prédécesseur l'a été au tout début. Il y a un certain nombre de décisions qu'il avait prises qui ont été annulées, qui ne sont pas passées et qui ont été rendues publiques. Mais à l'époque, il y avait une sorte de confrontation entre Bouteflika qui venait de prendre le pouvoir et certains courants du pouvoir, notamment les services de DRS en particulier. Mais en ce qui concerne Tebboune, c'est leur créature, c'est eux qui l'ont fait élire par une fraude et qui l'ont installé. Bouteflika également. Oui, mais là... C'est une autre personnalité, c'est vrai. Mais là, c'est une période de crise. Nous sommes en plein Hirak. Ils nous ont imposé M. Tebboune par une fraude massive et ils sont là à l'humilier, à scier la branche sur laquelle ils sont eux-mêmes assis. Parce que, me semble-t-il, ils le considèrent dans une période qu'il est dans une période transitoire. Il chauffe le ciel, la chaise et il reste absolument. Tranquille.
Les Oui, mais services, pourquoi le désavouer? Pourquoi ils ne lui disent pas non, non, tu ne nommes pas celui-là? comme disait Charles Quint, mon cousin François Ier et moi sommes d'accord. Nous voulons tous les deux Milan. Donc, Tebboune, son gouvernement, les services de sécurité et l'état-major sont d'accord. Oui. Ils veulent tous les deux la prise de décision. D'accord. Aujourd'hui, la décision ne se prend pas à Al-Mouradia, comme toujours d'ailleurs. Elle se prend au Tagarin, ou je ne sais où, à Adel Ibrahim, ou je ne sais où. Oui, oui, mais moi, c'est la démarche oui. que je ne comprends pas, puisque ces gens-là, c'est eux qui l'ont mis. Nous l'avons dit la dernière fois. Oui. Et, il est normal et logique que le chef de l'État, bien que désigné, veuille prendre quelque indépendance par rapport à ses tuteurs. Cela arrive. Oui. Cela arrive. Peut-être veut-il s'essayer aussi un peu. C'est du vagabondage politique. D'accord. Il essaye. Il sort un peu des sentiers battus. Il essaye. Mais dès le premier essai, boum, il a reçu un coup de bambou sur la tête. Va-t-il recommencer? Mais ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième. Ce n'est pas la première. Après le DG de l'ENTV, c'est le DG des douanes. Oui, mais disons, ça, c'est une première fois. Il a essayé de faire un paquet, et puis, boum, on lui a donné un coup sur la tête. Va-t-il le refaire? Et sur ce point, nous parlerons tout à l'heure de l'absence de réaction de la classe dite politique. Oh, il y a de quoi s'étonner. Il y a longtemps, d'abord, classe politique, c'est un mauvais terme. Oui. Hein? Je suis d'accord avec vous. Gaetano Mosca l'a bien défini. Et puis, il n'y a ni politique ni classe. Amira Bouraoui, sur ce sujet, des nominations auxquelles a procédé M. Tebboune et des limogeages aussi, et qui ont été annulés par on ne sait quelle force quelque part, bien qu'on devine un peu qui c'est. Hein. Mais ce que nous ne comprenons moins, c'est que ces gens qui l'ont eux-mêmes placé à la tête de ce pays par une fraude organisée très massive, sont en train de le désavouer à leur manière. Et là, on ne comprend plus. Vous n'êtes pas le seul à ne rien comprendre. Ça fait un moment quand même que je n'y comprends pas moi-même grand-chose. Vous savez, en 2008, j'étais médecin conseil à la CNAS, à la Sécurité sociale, avec à ma tête un ministre qui s'appelait à l'époque Taïb Louh. Et à ce moment-là, en 2008, quand je voyais qu'on autorisait les AMM, les autorisations de mise sur le marché des médicaments qu'on autorisait en Algérie et qui n'étaient pas autorisés en France, mais ils étaient autorisés en Algérie. Donc le petit médecin de 25 ans, j'étais un petit médecin et je me disais, mais comment ça se fait qu'on puisse autoriser autant de molécules dans ce pays? Donc on était devenu une poubelle, et alors qu'on ne les autorise pas en France. Et donc je me posais des questions. Et à cette époque-là, quand je commençais à me poser des questions, et en pensant qu'on avait des ministres, on avait une sorte d'État, alors qu'il n'y avait pas d'État en 2008. 2008 déjà, il n'y avait pas d'État. Donc à ce moment-là, quand on posait des questions, on disait, mais pourquoi vous autorisez la mise sur le marché de toutes ces molécules alors qu'elles n'existent pas en France, dans d'autres, il fallait se la fermer. Vous savez, Monsieur Benchenouf, aujourd'hui, quand on nomme quelqu'un, on le dénomme, on le dégomme, on le gomme, on le dégomme, il y a des lobbies derrière. Il y a des lobbies derrière, et encore aujourd'hui encore, on décide de nommer quelqu'un parce qu'il y a des lobbies derrière. Il y a de l'argent. C'est une histoire de fric et rien d'autre. Et donc, vous, en tant que citoyen, quand vous dites ça, c'est pas normal, on vous répond que c'est vous qui n'êtes pas normal. Voilà. Restez avec nous, Amira Bouraoui. Marianne, je suis tenté de vous poser la même question. C'est quoi ces nominations, limogeages de postes aussi sensibles, le NTV et la douane? Ça veut dire quoi, ça? Nommé par décret, validé par un conseil des ministres, puis annulé à la fin de la journée, sans autre explication?
Merci. Nos petites analyses, on l'a prédit. Un président qui sera fragilisé par un scrutin sera fragile aussi sur le plan intérieur, y compris sur le plan international. Maintenant, au plan intérieur, la lutte effectivement des clans et des lobbies est féroce. Si vous placez un cadre qui ne se trouve pas sur ma ligne idéologique, plus qui n'est pas dans mon cercle d'intérêt, automatiquement, il va y avoir une réaction brutale et qui émerge à la surface. On continue encore maintenant, ce qui démontre qu'il y a une continuité du régime, à penser et réfléchir intérêt clanique et non pas intérêt de la nation algérienne. Sur le plan idéologique, il y a une partie, parce qu'on peut en revenir dans notre discussion. Le projet de société de notre nation n'est pas encore tranché depuis 1962 à ce jour. Donc cette lutte idéologique, elle est toujours. Donc elle fait toujours surface à chaque fois qu'un clan fait une guerre à un autre clan. Ajoutez, comme je viens de dire, beaucoup d'intérêts sont en jeu. Donc voilà ce qui explique à mon sens ces réactions, la fragilité du président plus la lutte clanique. Restez avec nous, Marianne. Alors, nous allons passer au sujet suivant, qui est celui de ce constat terrible sur pourquoi le régime n'est pas tombé après 11 mois de protestats. Et quels protestats! Et donc, on se rend compte que ce régime n'a pas de vrai soutien, qu'il n'y a pas des gens dans ce peuple, au sein de ce peuple, qui le soutiennent, sauf ses alliés naturels, ceux qu'ils arrosent, ou ces populations qui sont prises en otage par des potentats locaux, par le FLN, le RND. Vous voyez un peu cette Algérie profonde qui ne manifeste pas beaucoup parce qu'elle est prise au piège, elle ne peut pas bouger. Elle est fliquée, elle est surveillée, elle est encadrée, tout le monde connaît ça. Mais sinon, ce régime n'a aucun soutien, si ce n'est celui de l'international. Et donc, pourtant, malgré ça, il n'est pas tombé. Mais avec le temps, on a découvert, avec le temps et l'exacerbation des tensions, on a découvert que les policiers sont devenus quasiment de vrais soudards. Ils ne font pas leur métier, personne ne les aurait blâmés de faire leur métier. Ils frappent les gens de façon très brutale. Ils crachent au visage des gens, comme cette fois-ci ce commissaire de Mascara qui a craché au visage de Haj Ghermoul, dont les policiers avaient plaqué les mains au sol pour qu'il puisse lui cracher au visage. Et puis il a pris son talkie-walkie et il lui a donné des coups sur la tête, ce qui a occasionné plusieurs points de suture. Puis il lui a insulté sa mère en termes très vulgaires. Mais il n'est pas le seul. Ça, c'est une attitude quasi généralisée dans tout le Hirak, dans toutes les villes, à chaque fois. Des arrestations très musclées, des gens qui sont traînés par les cheveux, des gens qui sont piétinés, des gens qui sont insultés, qui sont torturés, maltraités. Et ces policiers, ils en font beaucoup plus que ne leur demande leur propre maître. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les journalistes, certaines presses. Vous avez vu l'histoire de Abdelhaye Abdelsameh. Des journaux qui n'ont pas dit une ligne, un mot. Je veux citer contre eux. Hein. La plupart n'ont rien dit. Je veux citer TSA, par exemple. TSA qui est au web, qui est en train de prétendre qu'il est leader en termes d'information sur le web. Pas un mot sur Abdelhaye Abdelsameh, qui est pourtant journaliste. Il y a aussi les magistrats qui maintenant font compétition, excès de zèle à qui servira mieux les injonctions du maître. Au point où certains qui ont dû peut-être faire appel un peu à leur conscience, qui ont élargi certains détenus, les mêmes détenus ont été ramenés à la prison le jour même par leurs propres confrères, leurs propres collègues, comme c'est le cas de Smaïl Blarbi, et comme cela a été le cas pour Karim Tabou. Libéré le jour, ramené le soir en prison. Il y a aussi donc ces politiciens, ces faux politiciens, généralement des partis politiques. Je ne parle pas du RND, du FLN, des partis politiques maison. Je parle des partis politiques qui se prétendent de l'opposition, mais qui ne font rien que des vagues. Et il y a donc ces faux syndicats aussi,
qui écument un peu la place, qui se sustentent, qui essayent tout un chacun comment trouver sa petite pitance. Et voilà, c'est ça, ce sont ces gens-là qui ont fait en sorte que le régime ne soit pas tombé. Brahim Younsi. Bien sûr qu'il n'est pas tombé, la preuve en est. Il n'est pas tombé parce que le socle sur lequel il repose, c'est le socle de la répression. Sinon, pour le reste, qui croit dans la presse algérienne? Personne. Le système a perdu ses appareils idéologiques. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Vous entendez? Ça veut dire le FLN, le RND, oui, le la FLN, presse, le RND, une certaine Moujahid, presse, la télévision depuis longtemps, qu'on n'y croit plus, tous les journaux, même si certains prétendent être convertis à l'opposition et à la défense de la révolution, la population ne les croit plus, parce qu'ils ont perdu leur crédibilité et ils ne montrent pas aujourd'hui qu'ils sont franchement du côté de la révolution. Ils n'ont pas fait amende honorable, ils continuent. Ils continuent. Ils sont absolument. dans la même lancée. Donc les idées qu'ils peuvent produire, les propos qu'ils tiennent n'ont pas de consistance, ne passent pas dans la Mais est-ce qu'ils arrivent à tromper qui que ce soit? Non, ils ne trompent personne. Puisque le régime n'est pas tombé, ça veut dire qu'ils ont réussi à tromper une partie de la population. Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je crois que la révolution, nous l'avons dit la dernière fois, a sa propre logique, si j'ose dire. C'est peut-être un mauvais mot. Je me demande s'il n'y a pas une stratégie derrière. Bien sûr que le pouvoir passe à la répression, là où tout de suite on voit la répression. Mais aussi bien dans la police que dans l'armée d'ailleurs. Nous allons commencer par parler de la presse, puisque vous y étiez. La presse d'abord. Nous allons venir point après point. J'aimerais que vous me parliez de la presse d'abord. Oui, mais la presse est tenue. Et vous l'avez dit. Oui. La presse est tenue. Elle est tenue d'abord par la publicité, par l'argent. Par les privilèges. Par les privilèges. Les gens ne savent pas les privilèges qui sont octroyés aux patrons de presse. Les patrons de presse. Les journalistes, que peuvent-ils faire? Que peuvent-ils faire? Normalement, un sursaut de dignité. Oui, mais refuser de servir. C'est difficile. Sincèrement, je ne leur trouve pas de... Vous avez été vous-même journaliste, donc vous savez de quoi. Il y a longtemps, mais aujourd'hui, c'est pire qu'à l'époque où nous nous trouvions. C'est pire. À l'époque, nous pouvions partir, en effet. Parce que l'espace était ouvert, si j'ose dire. Et je suis parti en 1976, c'est pas d'hier. J'ai quitté en 1976 au moment où il y a eu la mystification de la Charte nationale. Au moment où, d'ailleurs, je le dis, et c'était une raison supplémentaire, la Charte nationale. Où Abbas Ben Khadda, Lahwel et Kherdin ont été arrêtés parce qu'ils avaient lancé un appel, etc. J'ai quitté l'Algérie à ce moment-là, j'ai pris le chemin de l'exil et de l'opposition à l'étranger parce qu'il n'était pas possible. Vous avez fait un choix. J'ai fait un choix. Ce qui n'est pas le cas de la plupart de nos journalistes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, hélas, je ne trouve pas je ne veux pas trouver des prétextes. Je ne veux pas trouver. Mais à mon avis, ils n'adhèrent pas en dehors des patrons de presse. Il y a des journalistes qui ont aussi des familles, qui ont besoin de... Vous croyez que c'est un bon prétexte? Il a une famille à nourrir. Je ne dis pas que c'est un bon prétexte. Dans ces cas-là, vous avez tous les fonctionnaires aussi. Absolument. Tous les fonctionnaires. Vous avez, dans les journalistes, vous avez tout cela. Vous avez aussi dans la police des policiers qui ne sont pas d'accord avec les pratiques. Nous allons y revenir. Mais pour ce qui est des partis politiques, ça, c'est beaucoup plus grave. Et nous allons y arriver. Alors, Amira Bouraoui, au sujet, point par point, nous allons commencer par la presse, cette presse servile, qui est l'un de ces remparts du régime qui lui a servi à ne pas tomber. Nous en sommes absolument convaincus aujourd'hui. C'est grâce à ces gens, à la presse, aux policiers, aux juges, aux magistrats, aux partis politiques, à certains politiciens, à certains syndicats, qui sont devenus les alliés objectifs, les alliés naturels du régime et qui l'empêchent de tomber malgré la volonté massive du peuple algérien. Donc au sujet de la presse, d'abord, Amira Bouraoui. Au sujet de la presse, quand on voit par exemple que Tebboune propose la publicité à la presse électronique, c'est ce qu'on a vécu cette semaine.
il propose que la presse électronique est, comme toute autre presse, la publicité. Ce n'est pas parce qu'il aime la presse électronique ou parce qu'il voudrait qu'elle ait qu'elle soit comme la presse écrite, etc. Mais c'est uniquement pour lui donner la publicité afin de la tenir quelque part à travers la publicité, en lui disant نعطيك صوارد بس كي نعطيك صوارد c'est du donnant-donnant, Monsieur Benchenouf. Ah oui, oui, oui. Ah, voilà, c'est pour les faire taire. C'est pour faire taire la presse électronique qui, jusqu'ici, a été celle qui parlait au nom du Hirak. Elle parlait au nom du Hirak. Il n'y avait pas de subvention. Pas toutes et pas de la même manière, ni de la même intensité. Tout à fait. Les titres de la presse web, on en connaît un bout sur ça. Hein. Voilà, mais demain, si la publicité est donnée via la net, ils vont rentrer dans le rang du râtelier, de la mangeoire. Bien sûr, voilà, bien sûr qu'ils vont rentrer dans la mangeoire. Après, bon, pour avoir des sous, il va falloir se taire, il va falloir écouter Tebboune et suivre Tebboune. C'est clair, net et précis. Quand il dit, on a décidé de donner de la publicité autant à la presse électronique qu'aux autres, c'est clair. Ah oui, oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Hein, c'est aussi clair que ça. Vous allez être comme tout le monde. Et que ce soit la presse ou la police ou autre, vous savez, quand on nous arrêtait à chaque fois, quand on nous arrêtait dans les commissariats et que vous aviez un commissaire qui vous disait on est tout à fait d'accord avec vous en tant que militant, en tant que citoyen. On sait que vous avez raison. Et on le sait encore davantage parce qu'à بالنا واش راهو صاري من الداخل. بس هالغالب. هذه خبزة. الغالب الخبزة. Voilà. Restez avec nous, Amira Bouraoui. Marianne, sur ce sujet de la presse, l'un de ces remparts du régime qui l'a empêché, qui l'a aidé à ne pas tomber. Et donc, Amira Bouraoui nous apprend une autre nouvelle, celle de la proposition de Tebboune de tendre la même carotte que pour la presse écrite à la presse web, de l'inviter à venir se servir en publicité pour pouvoir rentrer dans le rang définitivement. Tout à fait. Rien n'a changé, effectivement. La presse est prise en otage entre sa survie avec l'argent de la publicité ou bien le choix de mettre la clé sous le paillasson. Maintenant, ce n'est pas uniquement la presse qui a soutenu ou bien qui a empêché. Il faut dire une chose. Le régime n'est pas tombé parce que ce n'est pas avec 51 jours de manifestations discontinues que l'on peut faire tomber un régime enraciné depuis 57 ans. Permettez-moi de dire une chose à propos de la chute du régime. Le Hirak refuse toute aide politique, toute feuille de route, tout ce qui vient des politiciens, il est refusé. On n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin. Maintenant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il faut signaler que tout processus révolutionnaire n'a jamais été linéaire. Il y a des périodes de constance, il y a des périodes de croissance jusqu'à atteindre le summum, il y a des périodes de croissance jusqu'à atteindre le minimum. Maintenant, tout le monde est interpellé, partis politiques, syndicats, société civile, comment atteindre le maximum et rester constant jusqu'à atteindre l'objectif. Maintenant, je pense que pour ce faire, on doit passer à l'évaluation scientifique du Hirak après une année de la révolution. Je dis scientifique, donc donnons la parole aux politiciens, donnons la parole aux universitaires pour réfléchir lors d'un conclave ou bien d'une conférence scientifiquement déterminer ces bavures. Pourquoi on n'a pas atteint l'objectif? Quelles sont les causes? Et troisièmement, une fois qu'on a déterminé les causes, comment passer à la remédiation?
Permettez-moi de vous dire, j'ai participé au PAD, j'ai proposé lors de mon intervention à tout le monde de réfléchir sur un algorithme politique capable de sauver l'Algérie, de l'arracher des mains des prédateurs. Maintenant, le Hirak doit accepter les idées qui viennent des universitaires, qui viennent des politiciens, qui viennent des gens sincères qui sont autour et qui participent au Hirak, et non pas se fermer de dire on n'a pas besoin on n'a pas besoin de ci, on n'a pas besoin de ci, et sortir chaque vendredi et chaque samedi rejoindre son travail et rejoindre. Voilà, maintenant, il faut s'y mettre, il faut passer à, comment dirais-je, à l'évaluation scientifique. Pourquoi on n'a pas atteint l'objectif, quelles sont les causes, et passer réellement à une véritable évaluation, comment remédier. Et restez avec nous, Mziane Mariane. Alors, Brahim Younsi, nous allons parler maintenant du bras armé. Vous voulez dire d'abord quelque chose? Oui, sur la presse. Oui. Moi, je ne crois pas que la presse pèse si lourd dans la société. Sincèrement, je ne la crois pas du tout. Je ne crois pas à son influence dans la société. Oui. Je n'y crois pas du tout. J'apporte un peu d'eau à votre moulin. La presse écrite, par exemple. Vous savez que la presse écrite, dans les statistiques, elle se calcule par rapport à la population adulte, de 16 ans à 90 ans. Pourquoi? Parce que les bébés ne lisent pas. Par contre, la télévision se calcule du bébé jusqu'au... Parce que tout le monde regarde la télé, y compris le bébé. Le taux de lecture de la presse écrite en Algérie, il est d'à peu près 1%. Tout à fait. Tout à fait. 1%. Tout à fait. Et les télévisions n'ont aucun impact. Et les télévisions, même s'il y a une forte... oui, mais sur les spectacles. Ouais, absolument. Sur les spectacles, sur ceci, sur cela, c'est très disséminé. Mais sur le plan de l'influence politique, ils n'ont aucune influence politique. Oui. Et la preuve en est, c'est que la révolution, de semaine en semaine, elle s'amplifie, contrairement à ce que certains ont dit. Absolument. Bon, merci mais d'avoir je crois que la révolution, peut-être de façon un peu spontanée, mais je crois que c'est réfléchi, marche vers la solution. Oui, mais la presse, puisque vous parlez de presse, la presse, même si elle n'a pas beaucoup d'effets, mais elle a un effet relatif. Très relatif. Elle réussit à donner le change, elle trompe les gens, elle laisse croire que tout le monde n'est pas dans le Hirak. Bon, les Algériens, à mon avis, ne se font pas d'illusions de ce point de vue-là, comme ils ne se font pas d'illusions, peut-être vous voulez aborder ce sujet dans un instant, des partis politiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce slogan dans les années 90, les partis doivent partir. Oui, je m'en rappelle. Les partis doivent partir. Nous allons y arriver. Alors, sur le sujet du bras armé du régime, qui est en train de sévir d'une façon absolument atroce. Les policiers, pour frapper les gens, pour les interpeller, les arrêter, les malmener, les maltraiter, et les juges pour mettre les gens en prison. Ils vont de pair, ces deux. C'est quoi qui les fait vendre ainsi le match, pour ainsi dire, trahir leurs propres frères à un moment aussi crucial où il est question de libérer le pays d'une mafiocratie. Et personne ne sait plus que les policiers et les juges que ce régime est une mafiocratie. Absolument. Mais je ne veux pas les défendre. Mais ils sont là pour obéir aux ordres. Mais ils font du zèle, le problème. Pour certains, oui. Mais ils sont là pour obéir aux ordres. Et effectivement, s'ils n'obéissaient pas aux ordres, ils devraient partir d'eux-mêmes. Mais vous pensez que, sur un plan éthique, qu'on peut obéir à n'importe quel ordre? Je ne crois pas qu'il y ait de l'éthique. Moral. Je crois que vous avez parlé de conscience tout à l'heure. Oui, en effet. Vous avez parlé de conscience. Il n'y a pas de conscience. Oui, mais à ce point aussi massif. Ça veut dire que c'est dans toute la police, c'est dans toute la magistrature. Je ne sais pas. Je crois qu'il y a des policiers, on l'a vu au début, on a vu ce policier qui a démissionné. Qui a démissionné. Oui. Il y a d'autres et qui est maintenant un membre très actif du Hirak, qui a été en prison. Oui, voilà. Vous avez des policiers dont on ne parle pas. Oui, mais ce sont des exceptions. Oui, mais c'est toujours l'exception. C'est toujours l'exception qui peut devenir une généralité. J'espère que vous avez raison. Je crois qu'il y a quand même la contestation s'étend, y compris dans la structure du système, dans la structure du pouvoir. La contestation s'étend.
Oui. Il y a quelque chose d'invisible qui nous est invisible. Vous rencontrez des gens, y compris de très haut niveau, qui vous donnent certaines informations. Oui. Et nous sommes tous dans ce cas Absolument. où on sait que le ver est dans le fruit. Ah oui. Oui. Que le ver est dans le fruit. Et ce système, comme cela s'est passé en Russie, en Roumanie, le mur de Berlin n'est pas tombé tout seul. C'est vrai. Le mur de Berlin n'est pas tombé tout seul. Et personne ne pensait que le mur de Berlin allait tomber. Quelqu'un, puisque vous parlez de gens qui nous donnent des informations, quelqu'un m'avait appris, du temps de Gaïd Saleh, qu'il y a eu un gros problème au sein de l'armée, parce qu'ils ont découvert dans une caserne, écrit à la peinture, par quelqu'un, Voilà. Et ils sont mis à examiner les angles des gens, Voilà. les questionner. Et ça, c'est quasi quotidien. Oui. C'est quasi quotidien. Vous avez de la contestation à l'intérieur même du système, à l'intérieur des casernes. Les soldats ne sont pas favorables au régime, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais au début, Brahim Younsi, au début, on avait cru comprendre que les policiers fraternisaient avec le peuple. On a vu des scènes de policiers entrer dans le sein du Hirak, même tirer en l'air, dire Tahiyat, Jab, et on a vu quasiment une mutinerie de police. Puis on a vu des juges s'ériger en club des mille. Des magistrats qui disent « Nous voulons arracher l'indépendance de la justice, nous refusons d'obtempérer à des injonctions venant du régime. » Et puis là, ça a disparu. C'est peut-être d'autres juges et d'autres policiers qui ont remplacé les juges et les policiers. Et les plus apparents aujourd'hui sont le bras armé du système. Tout à fait, mais cela s'est passé dans toutes les révolutions du monde. Et vous pensez qu'ils finiront par être balayés par leurs propres collègues? Certainement. Ah bon? Je pense que oui. Si la révolution, précisément, se poursuit, continue avec cette ampleur-là, beaucoup de policiers, au départ, des gens des services de sécurité, policiers, gendarmes, etc., avaient un espoir qu'ils soient eux-mêmes libérés des contraintes dans lesquelles elles se trouvent ou elles se trouvaient, parce qu'ils vivent la même situation que nous vivons tous, que la population vit, sur le plan politique et sur le plan social. Exact. Et je crois qu'aujourd'hui, avec la longueur, ils désespèrent peut-être. Mais je crois que la majorité ne désespère pas. Elle sait qu'il y a un aboutissement. Abdelwahab Zatri, excusez-nous de ne pas vous avoir fait intervenir. Un petit incident technique qui nous en a empêchés. Abdelwahab Zatri, d'abord sur ce sujet... des remparts, avant d'arriver aux remparts légitimes du régime, sur ce sujet de nomination et de dégommage effectué par le président, entre guillemets, de la République, validé par le Conseil des ministres, qui ont été annulés illico presto, et où on a compris que ce président ou ce président désigné ne décide de rien du tout. En effet, Jamaldine, toutes ces contradictions et les contradictions qui vont venir, il y en aurait beaucoup dans les prochains jours aussi, elles sont l'expression d'un dysfonctionnement total dans le système politique qui refuse le changement. Ces ordres, ces contre-ordres, ces courants, et ceux qui sont les premiers étonnés, ce sont ceux qui ont voté pour Tebboune. Parce que vous et moi, on savait qu'il n'avait ni le talent, ni la compétence. Le vote était truqué et tant qu'il n'y a pas de démocratie, ça ne marcherait jamais. C'est un bureaucrate qui est né dans la bureaucratie, qui a vécu dans la bureaucratie, et il est comme un poisson dans l'eau, hors du système politique répressif autoritaire. Tebboune ne vaut rien du tout. Donc, il est le président de ceux qui ont voté pour lui, et ils sont les premiers à constater qu'ils n'ont que plus de taxes, qu'il ne va pas ramener les milliards de dollars évaporés par les oligarches. Et maintenant, on leur dit aujourd'hui que les cancéreux peuvent crever, il n'y a pas de médicaments pour eux. Voilà, il y a un tas de contradictions multiples que vous n'arriverez jamais à comprendre, parce que c'est dans la nature du pouvoir. Il refuse le changement, et le changement est oui, mais inévitable. pourquoi lui avoir... Qui sont ces gens qui ont annulé un décret présidentiel validé par un conseil des ministres
concernant des nominations et des limogeages. Et qui sont ces gens qui ont annulé une telle mesure et pourquoi personne n'en parle justement? Oui, mais il est clair que ce sont des lobbies, des groupes de pression qui font entrer, ce sont eux qui font entrer les milliers de containers, ce sont ceux-là. Si vous changez un patron de douane par un autre qui les dérange, ils vont refuser, ils ont la capacité de refuser parce que ce sont eux, ils sont une partie eux-mêmes du pouvoir. Et donc, les transactions, tu mets celui-là, je mettrai celui-là en échange, on les connaît. En fait, Tebboune lui-même, il a subi cela lui-même pendant il y a une année avec le régime Bouteflika. On l'a placé comme Premier ministre, puis on l'a dégommé quelques mois après. Donc, ça ne commence pas aujourd'hui. Le système politique algérien n'a jamais changé. Il est aujourd'hui ce qu'il a été en 62, comme il a été conçu en 62. C'est un régime totalitaire, agressif, qui ne produit rien, qui ne veut rien produire, qui vit de la rente et qui nous fait vivre nous aussi de la rente. Alors, au sujet de ces remparts du régime qui ont fait qu'il ne soit pas tombé malgré ces 11 mois de révolution, nous parlions donc des uns et des autres, et en ce moment nous sommes en train de parler du bras armé de ce régime, la police et la justice, qui se montrent particulièrement zélés à voler au secours de leur maître. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça, Abdelwahab Zaatri? Mais oui, c'est dans la stratégie même du pouvoir politique. Un pouvoir politique qui ne veut pas changer, il se donne les moyens de contrôler la société. Et ça, ce sont les meilleurs instruments, la justice, la presse aux ordres, quoi d'autre? Donc, bien sûr, la police, la gendarmerie et le système de sécurité. Et en plus, vous oubliez la bureaucratie, l'administration bureaucratique. Dans un pays improductif, c'est peut-être le rempart le plus fort de tout cela. Parce que vraiment, elle est diffuse partout et c'est elle qui sépare, qui écrase le citoyen au dernier échelon. Donc, c'est dans la nature des choses. Ces systèmes sont construits comme ça, par construction, par conception. Ils sont faits comme ça et ils mettent sous contrôle toutes ces institutions, ils les manipulent comme ils veulent. Et c'est pour ça... Et restez avec nous, Abdelwahab Zaatri. Amira Boraoui, au sujet donc de la justice et de la police, vous en avez connu vous-même un bout, vous avez été tellement arrêté, tellement de fois, vous avez vu le comportement de ces policiers, vous avez fort heureusement échappé à l'incarcération, on ne vous a pas condamné à la prison, mais à votre avis, qu'est-ce qui fait courir ces gens? Pourquoi font-ils montre d'autant de zèle à défendre un régime dont tout le monde sait que c'est une mafia? M. Benchenouf, quand j'étais médecin conseil, mes assurés sociaux, il y avait des juges, les juges de la Cour suprême, c'était mes assurés sociaux. Je parle de 2005, 6 et 7. C'est-à-dire que ça fait quand même un moment. Et quand je discutais avec eux, ces gens-là, ils venaient bien sûr pour des soucis de santé, hein, pour rembourser leurs ordonnances ou autres. Mais je posais la question à ces juges de la Cour suprême d'Alger. Je leur disais, mais est-ce que vous voyez bien qu'il y a un problème de justice dans ce pays et que vous ne dites absolument rien? Parce que moi, ça m'avait choqué à cette époque-là, quand Benchikou avait été mis en prison pour une histoire de livre, etc. J'étais un jeune médecin qui se posait des questions. Qu'est-ce qu'ils vous répondent, ces juges-là? Ils disent, كنت تهدر اليوم وتقول, par exemple, je suis pas d'accord avec ça. Ou là, tu fais vraiment, tu es vraiment le juge. يقول لك الغدوة يبعتوك لتمن راست ولا يبعتوك لتندوف ولا يبعتوك, ils vont te muter. Ils vont te muter. C'est-à-dire que c'est un pouvoir par rapport à ces juges-là. لو كان تحل فمك يبعتوك للسود. وهو واش يقول لك انا عندي ولادي يقراو هنا في الجي ولا يقراو في بجايه ولا بامبورت, يقول لك انا نسكت باش ما comme ça je serai pas muté. Et le comble pour apporter de l'eau à votre moulin
et que leur syndicat fait partie de ceux qui les font chanter, justement. Exactement. Leur propre syndicat qui est censé les défendre, il est là pour veiller au grain et se comporte en vigile, comment on appelle, en garde-chiourme. Oui, les seuls à qui je fais confiance, c'est le club des juges. Mais le club des juges, on n'entend plus parler, Amira Bouraoui. Au début du Hirak, ils ont fait une entrée fracassante sur la scène. Ils nous ont fait croire qu'ils allaient entraîner le reste des magistrats dans leur sillage et qu'ils allaient pouvoir imposer une séparation des pouvoirs, une indépendance de la justice. Mais là, on ne les entend plus. Il y avait le club des juges, il y avait un jeune juge qui était complètement avec le Hirak. Mais lui-même a été, ils l'ont mis de côté, ils l'ont mis, vous savez, ces juges-là, ces juges, par rapport au pouvoir, ce ne sont pas des juges libres, ils ne sont en aucun cas libres. Dès que ils deviennent vraiment juges, et dès qu'ils ne sont plus sous la botte du pouvoir, on les mute, monsieur Benchenouf, ils battent à droite, à gauche. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se taisent, monsieur Benchenouf. Mais il y a aussi la corruption, Amira Bouraoui. On les laisse s'adonner à la corruption, vivre très au-dessus de leurs moyens, et si jamais, et donc ils ne peuvent plus se permettre de refuser d'appliquer une injonction. Tout à fait, la justice, et à partir de là, on dit clairement que la justice algérienne n'est pas libre, et elle ne le sera pas tant qu'un juge ne décide pas lui-même d'être vraiment juge et que personne ne fasse en sorte que ce juge-là travaille par téléphone. Tous les juges aujourd'hui, M. Benchenouf, travaillent par téléphone, par peur, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. En 2005, 2006, 2007, 2008, les juges étaient leurs médecins conseil. Ils disent ils le sud. Et ces décisions qui ont été annulées, ces décisions de juges qui ont libéré des citoyens, par exemple, Karim Tabou a été libéré le matin, le soir il a été réincarcéré, Samir Belarbi a été libéré, voire même acquitté, 2 ou 3 jours après, il a été réincarcéré. Votre avis sur ça, sur cette drôle de pratique? La juge qui a libéré Karim Tabou a été mutée. Elle a été mutée au sud. Donc, elle a voulu le libérer parce qu'elle savait qu'on ne lui reprochait rien à Karim Tabou. Elle l'a libéré et la semaine d'après, elle a été mutée. Vous imaginez. Et en plus, cette humiliation qu'on fait aux gens du Sud, ça veut dire quand on veut punir quelqu'un, on l'affecte au Sud. On le mute au Sud, comme si c'était l'enfer. Vous imaginez? Comme si que le Sud n'était pas l'Algérie, comme si, bon, on essaye de perturber une famille, parce que vous savez, quand vous avez des enfants, ils sont scolarisés, peu importe, au nord, au sud, peu importe. Mais quand on est là en train de vous muter d'est en ouest, du nord au sud, etc., pour ne pas perturber mes gosses, je me tais et je fais en sorte que la justice ne soit pas une justice, et peu importe. On m'a même parlé d'un couple de magistrats qui ont été mutés dans des directions différentes, dans des postes différents, très loin l'un de l'autre. Ils le font exprès, M. Benchenouf. Ils sont là, ces juges-là, quand vous discutez avec eux, et moi j'ai discuté avec ces gens-là, il y a plus de 10 ans. J'ai discuté et j'ai dit, messieurs, c'était la période de l'autoroute Est-Ouest, c'était la période où il y avait énormément de problèmes en Algérie. Et quand vous leur dites à ces juges, il y a des problèmes dans ce pays, pourquoi vous ne faites rien? Et restez avec nous, Amira Bouraoui. Mziane Mariane, sur le même sujet de cette justice et de ces policiers, cette police,
qui se font le bras armé très très ailé du régime? Pour la police, moi je dirais que cela rentre dans la stratégie du pouvoir, c'est-à-dire la terreur par la violence pour diviser, casser le Hirak. Elle est toujours d'actualité. On a bien visé les yeux de jeunes qui étaient dans les rues à Tizi Ouzou, Bougie et Bouira le 12 décembre. C'est pour frapper l'imagination des citoyens, pas uniquement à court terme, mais aussi à long terme. Voilà ce qui peut arriver à ceux qui s'opposent au régime. Maintenant, pour la justice, sincèrement, comme je viens d'entendre, les juges devant les menaces de mutation, les juges devant les menaces de licenciement, les juges devant les menaces d'être en prison avec du chantage. Sincèrement, que voulez-vous qu'ils fassent? Et moi, je dirais que tout ça rentre dans les caractéristiques d'une dictature. On est bien dans une dictature. Vous demandez à une dictature d'avoir une justice indépendante. C'est ce qu'on appelle dans un langage technique montage impossible. Il n'y a qu'une véritable démocratie qui peut protéger les juges et d'avoir une justice libre et indépendante. Restez avec nous, Marianne, nous allons aborder le dernier sujet. Brahim aussi, quelque chose à dire d'avant? C'est le cas de tout le monde, pas seulement des juges. Oui. Chacun a peur, oui. Chacun défend ses intérêts. Oui. Tout le monde a des enfants, oui. Et tout le monde a des intérêts à défendre, absolument. Que ce soit les juges, les policiers, les journalistes, etc., etc. Nous sommes dans cette société. Mais il ne faut pas oublier, et ça c'est plus important, qu'il y a moins de peur aujourd'hui, que la Révolution a défoncé le mur de la peur. Et c'est ça qu'il faut regarder. Certaines institutions vont suivre indéniablement. Qui bougeait, qui a bougé parmi les journalistes, parmi les magistrats, parmi les intellectuels, etc., quand la Cour de sûreté de l'État, dans les années 80, a condamné des gens à mort? Personne. Oui, oui. Personne. Et pas seulement des islamistes qui ont été condamnés à mort. Des gens qui croupissaient à Lambèse. Personne. Oui, personne, on ne bougeait pas. Oui. Personne. Aujourd'hui, ça bouge. Ça bouge. Il faut voir le côté... Pas ceux qui font dans l'excès de zèle, parce que eux... Je suis d'accord. Ils sont en brigade. Prenez un policier qui fait de l'excès de zèle. Oui. Celui-là, il a choisi son camp. Oui, oui, bien sûr. Mais ça, ce n'est pas la majorité. Parce qu'il est corrompu. Ce n'est pas la majorité. Ce n'est pas la majorité, Dieu merci. Oui. Ce qui est important et ce que nous devons regarder, c'est la société entière qui bouge. Quelle que soit son obédience, ou quelle que soit l'obédience des gens. C'est ça qui vous regarde. Quant à ceux qui sont envoyés dans le Sud, il faut croire que les gens ne savent peut-être pas, mais je crois que tout le monde sait ce que veut dire la banlieue. Oui. C'est le bannissement. Oui. On considère ça comme le ban de la société. Oui. Le propre régime qui tire tous ses subsides, tous ses revenus du Sud, il envoie des gens par punition. Oui, nous parlons aujourd'hui de banlieue, alors que la banlieue, c'est le lieu où on punissait les gens. Absolument. Où on renvoyait les gens au banc de la société. Au banc de la société. Bon. Ouais. C'est ça aussi. C'est-à-dire que le Sud, c'est le banc de la société. Oui. Vous imaginez. C'est la lie de la société. La vache laitière de tout le pays. Voilà. Alors, pour arriver donc à ce rempart aussi du régime qui l'a empêché de tomber, qui est peut-être le plus important de tous, celui des politiciens ou dits politiciens, celui des syndicalistes ou dits syndicalistes, celui de ce microcosme fait d'oligarques, de politicards, de syndicalistes, et qui occupe un peu la place grâce à la fausse presse, grâce au régime qui leur fait beaucoup de propagande, mais qui font croire que la politique se pratique, que l'opposition se pratique, alors qu'il n'en est rien. Bien au contraire, ce sont des gens qui, par exemple, se sont précipités à aller bénir l'élection de Tebboune, dont tout un chacun sait qu'il a été élu par la fraude. Parfaitement. Mais cela rappelle notre histoire. Avant 1954, les partis étaient dans la... J'allais dire dans la collaboration, les partis étaient dans la cohésion, étaient les élections, etc. C'était l'électoralisme, on allait voir le gouverneur, on allait voir le maire d'Alger ou d'autres maires. On allait toaster etc. sur la tente. Les préoccupations étaient des préoccupations comme celles d'aujourd'hui, des préoccupations sociales, je maintiens mon salaire, je veux un logement, etc. Bon, et des logements ont été attribués, et les politiciens, bon... n'avaient pas d'autre
préoccupations que les préoccupations sociales. Il y a même des politiciens aujourd'hui, de toute mouvance, hein, des islamistes jusqu'aux laïcs, qui ne cachent pas qu'ils sont devenus milliardaires. C'est des gens qui sont devenus milliardaires, y compris ici en France. Et comment voudriez-vous qu'ils participent à faire tomber le système qui les enrichit? Et pourtant, ils se disent des politiciens et, pis encore, ils se disent de l'opposition. Oui, mais c'est la raison pour laquelle l'opposition est pervertie, mais pas seulement depuis l'élection, entre guillemets, de Tebboune. Bien sûr, bien évidemment. Non. L'opposition est pervertie à partir d'après 88. Qui a demandé que des enquêtes soient faites, que les bourreaux, que les criminels, les assassins soient poursuivis? Je ne parle pas de ce qui s'est passé en 92 ou après 92, en 88. Oui. En 88, une torture systématisée. Oui. Une torture systématisée. Il y a entre 500 et 1000 morts. On n'en parle plus. Oui. On n'en parle plus. Il a suffi qu'on donne l'agrément aux partis politiques pour qu'ils se taisent. On leur donne de l'argent pour créer des journaux ou avoir un siège. Et ils se taisent. On se tait. Il y en a d'autres, il faut le souligner, qui n'ont pas reçu l'agrément pour ouvrir des journaux et qui n'ont pas reçu d'agrément pour avoir des partis. Oui. On leur a refusé l'agrément. Il faut le signaler. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Cela est vrai. Oui. Mais la plupart... C'est-à-dire qu'ils ne sont pas rentrés dans le créneau, quoi. Certains n'ont pas accepté de rentrer vraisemblablement dans... Et donc on leur a refusé l'agrément. Oui, bon. Mais les partis aujourd'hui, c'est quoi dans la société, les partis politiques, entre guillemets? Qu'est-ce qu'ils apportent à la société? Quel est le parti, selon vous, qui peut rassembler beaucoup de gens et contribuer au Hirak avec beaucoup de gens derrière lui? Sincèrement, je n'en vois aucun. Aucun. Si on parlait en termes de personnalité, peut-être. Oui, oui. En termes de personnalité, peut-être. Il y a des personnalités qui pourraient fédérer derrière. Moi, je crois qu'il n'y en a plus aujourd'hui. Ou le peu qu'il y a sont en prison. Encore. Je ne crois pas, avec toute l'estime que j'ai et toute la considération que j'ai pour ceux qui sont en prison. Mais je ne crois pas qu'il pourrait fédérer tout le monde. Ni Tabou, ni Boumala, hélas. Mais il ne pourrait pas fédérer tout le monde, malgré tout ce qu'il porte comme charge positive. Je pense à des leaders qui ne sont plus là, hélas, qui avaient une historicité, qui avaient un passé, etc. Même si je n'étais pas d'accord avec lui sur un certain nombre de points, je ne devrais pas le dire. C'est Hussein Ahmed, par exemple. Oui. Des hommes qui ne sont plus là aujourd'hui. Un homme comme Ben Khaddam, même pas pareil, il y a beaucoup de divergences. Mais voilà, des hommes, peut-être Abbas, etc. Il manque ces personnalités fortes, et ces personnalités qui avaient, il faut le dire, depuis 1962, une certaine vision de ce que pouvait être l'Algérie. Et effectivement, le temps, j'espère que cela va se concrétiser, leur a donné raison. Mais c'est 60 ans après, hélas, et après tellement de dégâts. Et vous savez, il y a un peintre et un poète britannique, William Black, qui disait « Dieu nous garde de la vision simple et du sommeil de Newton ». Je crois que les gens sont ouais, je crois que les gens, bon, la pomme qui tombe sur la tête, la pomme qui lui tombe sur la tête, il croit avoir inventé la loi de la gravitation. Personne n'a inventé. Il l'a découvert. Personne n'a inventé la loi de la gravitation. Donc, et les visions simples. Je crois que beaucoup sont dans la vision simple. Alors, Abdouhab Zaatri, sur ce rempart du régime que sont la justice et la police qui sont censés être le rempart de la République pour défendre le droit, pour faire appliquer la loi dans le cadre de la loi et dans les limites de la loi. Or, nous avons des policiers soudards qui ne savent que frapper, insulter, manquer de respect aux gens, même torturer parfois. Et nous avons aussi des magistrats qui
quand le téléphone sonne pour leur demander de mettre quelqu'un en prison, ils n'ont pas d'état d'âme, ils le font tout de suite, et même avec beaucoup de zèle. Oui, mais c'est cela. Je reviens à la nature du système, elle est faite ainsi. Donc, si c'est un système qui est totalitaire, qui est dictatorial, si vous fonctionnez dans le même sens et si vous le soutenez, il vous soutient, et il vous soutient même si vous ne le méritez pas. Mais si vous êtes contre lui, c'est les représailles, le chantage. N'attendez pas de cadeaux d'un système pareil. Vous remarquez bien qu'entre eux, entre généraux, par exemple, qui sont les fondements de l'ossature du système, comment ils se sont fracassés les uns des autres, certains sont en prison, même malades, certains même vieux, d'autres enfouis en fin de carrière finalement. À l'âge de 70, 80 ans, ils sont tués à mort. Donc, pour moi, ces questions-là ne les tombent pas du tout. C'est la nature du système qui est faite ainsi. Le système est en contradiction avec lui-même. Les analyses que nous avions faites il y a quelques années tiennent la route. Nous leur avons dit, et vous étiez sur ce plateau à discuter avec même les mêmes invités d'aujourd'hui, qu'en continuant comme ça, nous allons nous fracasser la tête contre le mur, et nous sommes dans cette disposition. Le seul truc qui est inédit, c'est le Hirak, c'est vraiment une bénédiction, avec les caractéristiques qu'il a, d'être national, d'englober toutes les couches de la société, d'être pacifique, d'être également contre toute intervention étrangère. C'est vraiment une bénédiction. Il a pu... Et pourquoi Tebboune dit-il aussi, le Hirak est une bénédiction? Oui, c'est... Pourquoi ils disent une bénédiction au moment où il envoie les policiers taper sur les gens et au moment où il demande aux juges de les mettre en prison? Oui, c'est pour l'avenir de l'Algérie. Quant à la justice, il n'y a pas meilleure critique que leur propre ministre et même un de leurs inspecteurs qui a dit que beaucoup de décisions sont complètement infondées. Et je crois que celle de notre frère Sami Abdelhi en est une, et elle est vraiment hagra, elle n'a pas lieu d'être, comme l'insulte contre le jeune sur lequel un policier a craché sur son visage, comme a dit Baya Haj Gharmoul de Mascara. Donc nous sommes dans un pays où il n'y a aucune structure. Mais si on veut aux origines du problème, c'est parce que c'est un système improductif. Il distribue la rente et il contrôle tout le monde. S'il avait libéré les initiatives, qu'il y aurait eu de vrais entrepreneurs, une vraie liberté, le système aurait changé. Il y a une corrélation entre la structure économique des systèmes dominants autoritaires et la politique catastrophique. Je l'ai vu même, j'ai vu le mur de Berlin avant qu'il ne tombe, et j'ai vu en Pologne comment les gens ne trouvaient pratiquement rien à manger. Le salaire à ce moment-là, de l'époque de Lech Walesa, j'ai visité Varsovie, et les salaires des gens qui travaillaient un mois entier ne pouvaient pas leur permettre de se payer un soulier. Vraiment, et avec ça, les crises peuvent aller trop loin, peuvent aller vers des guerres civiles, peuvent aller vers des souffrances humaines très graves qui peuvent être durables, plus ou moins durables. Donc, je ne suis pas du tout étonné, un système improductif comme le nôtre ne peut qu'être totalitaire et pas par et restez avec nous. Restez avec nous. Amira Boraoui, Abdouhab Zaatri nous rappelle cette histoire de circulaire qui a été émise par le ministère de la Justice, son inspection générale, qui demande aux magistrats de signaler tous les verdicts qui sont rendus contre la loi ou qui ne sont pas rendus dans un cadre de la loi. Et qu'est-ce qu'il demande aux juges? Si vous avez peur de nous écrire, écrivez-nous anonymement, de façon anonyme, et voici le numéro du fax. Et le lendemain, le ministre de la Justice annule ce communiqué, cette circulaire faite par l'inspection générale du ministère, sans autre explication. Mais nous parlions aussi, donc, Amira Boraoui, de ce rempart du régime, de la justice algérienne et de la police qui
ont empêché, en fait, ce régime de tomber. C'est grâce à eux et à d'autres facteurs dont nous avons déjà parlé que ce régime n'est pas tombé, Amira Bouraoui. Ça m'a semblé assez étrange que M. Tebboune ait eu envie quelque part de gagner, entre guillemets, en légitimité. C'est vrai que c'est très, très, très difficile pour lui parce qu'on a vu comment son élection a été faite et c'est vrai qu'il vient de très très loin et qu'il aura du mal à devenir, à s'habiller du costume du président. Ce qui m'a semblé assez étrange, c'est ce ministre de la Justice qui était le même avant l'arrivée de Tebboune et qui est encore là aujourd'hui. Ce ministre de la Justice, c'est le ministre qui était à l'ère, entre guillemets, de Bouteflika, quelque part, et il est encore là aujourd'hui. Et il fait en sorte que cette justice soit ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, ce ministre-là n'est pas le ministre de Tebboune ou du gouvernement Tebboune. Tebboune, il est ce qu'il est. Hein. De toute manière, il aura du mal à être un jour un président de la République, et ça, on le sait en tant que peuple algérien. Mais ce ministre de la Justice, qui est là depuis un moment déjà, et qui fait en sorte que cette justice soit sous la botte des militaires, parce que c'est ça en fait. Hein. C'est un ministre de la Justice qui obéit aux ordres de l'armée. Ce ministre-là n'est pas le ministre de Tebboune. Il est le ministre du système. Il est le ministre du régime. Il libère qui il veut et il met en prison qui il veut. Et Tebboune, malgré le fait qu'il ait dit à Sofiane Djilali, je vais libérer, il l'a dit, ils seront libérés, tous ceux qui ont été en prison à cause de leurs opinions, et là on parle de Samer Blarbi qui vient d'être libéré et qui a eu des couacs, que ce soit Fodil Boumela, Karim Tabou, tous ceux qu'on attend de voir dehors, ils ne le sont pas encore. Pourquoi ? Alors que le président de la République avait dit ils seront libérés. Ils ne l'ont pas été. Donc, le président de la République, Teshfesh. Et à côté de ça, qui décide de qui va être libéré ou pas? Et restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Amira Bouraoui. Nous approchons de la fin de l'émission. Mziane Mariane, sur ce sujet. Allô? Sur ce sujet de la police et de la justice, principaux alliés objectifs du régime et qui usent donc de la dissuasion carcérale ou de la force brutale pour empêcher quiconque de faire tomber ce régime. Si vous permettez, j'ai été coupé, je vais revenir un peu. Oui, je vous en prie. Autonome, si vous le permettez, j'ai été bien coupé. sûr. Rapidement, je me souviens lors d'une table ronde al-Magharibia, j'ai eu cette réflexion que le peuple s'est révolté dans sa diversité politique et idéologique. Pourquoi? Parce qu'il y a un adversaire commun à tout le monde. Mais le pouvoir ne va pas rester les bras croisés et constater les dégâts. Il va s'allier à une idéologie contre une autre idéologie pour casser la dynamique révolutionnaire. Et quelques mois après, on nous fait sortir le Badissia contre la Soumane. C'est ça qui a fait diviser la société, surtout avant les élections. Ce qui a divisé la société a divisé aussi les bases syndicales. À l'intérieur des syndicats, toute la configuration politique du pays figure. Il y a du FLN, du RCD, du Hamas, du PT, tous les syndicats. Alors, comment voulez-vous prendre une décision, une prise de position politique à un certain moment lorsque la société est divisée? On s'est regroupé par affinité corporatiste imposée. Donc, tout est calculé pour nous empêcher de nous engouffrer
armes et bagages, comme on dit, avec toutes les bases, et il y a ce corporatisme. On ne s'est pas regroupé par affinité idéologique, mais par idéologique ou politique, mais uniquement par affinité corporative. Voilà ce qui a fait que certains syndicats, à un certain moment, leur base, lors des conseils nationaux, et j'en viens d'en tenir une réunion aujourd'hui de la confédération que j'ai présidée, c'est un constat partagé par tous les syndicats qui étaient, et pourtant, au premier rang des révoltes sociales bien avant le Irak. Maintenant, moi je dirais, concernant la police et la justice, ça rentre dans la logique du système politique, casser, brimer, empêcher toute évolution par la force, et moi je dirais même par des injustices qui étaient faites, bien sûr, on l'a dit plusieurs fois, qu'ils agissent pas par des textes, mais par jonction. Mais, M. Mariane, au sujet du syndicat, vous appartenez vous-même à un syndicat libre, autonome, mais tout le monde, tout un chacun sait que sur ce terrain-là, c'est vraiment miné, que le régime a créé des clones un peu partout, qu'il vous a infiltré, qu'il a infiltré tous les syndicats. Comment faire, M. Mariane, en moins d'une minute, s'il vous plaît, pour essayer de faire jouer un vrai rôle à ces vrais syndicats? Il s'agit de dépasser, comme je viens de dire, ce corporatisme. Il s'agit de faire comprendre à la base qu'il y va de l'intérêt de l'Algérie et non pas de l'intérêt partisan de quelqu'un. Maintenant, moi je dirais qu'il doit y avoir une nouvelle configuration syndicale plus tard, les regroupements avec les libertés syndicales, les libertés de création des syndicats, avec le respect de la Convention 87 du BIT ratifiée par notre pays en octobre 62 doit être respecté. On doit se regrouper aussi par affinité corporatiste, mais aussi idéologie politique large, au sens pouvoir, opposition, au sens droite-gauche, et non pas nous imposer, comme vous venez de dire, infiltrer des partis du pouvoir qui doivent être, qui se retrouvent des syndicats et qui sont une force bloquante lorsqu'il s'agit de prendre une décision politique. Vous savez, lors d'un conseil national vécu par tous les syndicats autonomes, des groupes à l'intérieur du conseil national qui se lèvent et vous disent « appelons en masse pour le vote », connaissant bien sûr la direction, la ligne idéologique de ceux qui gèrent ces syndicats. Voilà le drame, le drame et le blocage que l'on vit actuellement, c'est qu'il y a une affinité corporatiste imposée par le ministère du Travail pour avoir l'agrément, sinon pas d'agrément. Vaste programme, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler en particulier, M. Mariane, sur ce sujet. Brahim Younsi, le mot de la fin. Je crois que les choses vont bien pour moi. Il reste encore à évacuer les arrière-pensées idéologiques. Il faut évacuer les arrière-pensées idéologiques. Je crois que cette révolution va vers, je l'ai dit la dernière fois, une destination qui est la citoyenneté, la démocratie, etc. C'est vrai que l'ennemi aujourd'hui, je ne dis pas l'adversaire, mais l'ennemi, je l'ai dit 1000 fois, c'est le pouvoir, dans le sens que lui donne Carl Schmitt. Mais j'ai l'impression que certains ont condamné ou condamnent le système à mort par vieillesse. Il ne faut pas condamner à mort le système par vieillesse. Il ne faut pas qu'il meure, absolument. Il ne faut pas qu'il meure par vieillesse ou de vieillesse. Très bien, Brahim Younsi, merci beaucoup. Merci Abdelwahab Zaatri, merci Mziane Mariane, merci Amira Bouraoui. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Selmiya, Khawa. Je vous rappelle que le vendredi 51 Al-Barah a été magnifique, contrairement à ce que prétendent certains, que les Algériens sont sortis un peu partout dans le pays, que certaines villes qui n'avaient pas l'habitude de sortir beaucoup ont vraiment marqué le passage d'hier, et que les vendredis qui viennent, et tout particulièrement le vendredi 22 février, qui va marquer une année de révolution, sera réellement historique.
نلقاو على خير بالسلامه. الجمعة الواحدة والخمسون من ساحة الثورة على النبي. عبد السميع الله أكبر. 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 عبد السميع